Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette conférence qui sera axée sur le Proof of Work versus le Proof of Stake. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ma voix légèrement cassée d'hier soir. Je vais faire au mieux pour essayer de modérer ce panel. Et avant de démarrer, j'aimerais essayer de faire une grosse demi-heure où on va parler et essayer de prendre un bon quart d'heure pour les questions des gens. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on les prendra à la fin. Donc ceci étant dit, je vous propose de démarrer tout de suite. Et écoute, commence par te présenter pour un peu que les gens sachent à qui ils ont affaire. Donc je suis Julien Gourlet, je suis le fondateur de la société Ilium qui opère Croxpool, qui est donc une pool de minage principalement focalisée sur Bitcoin désormais, suite à The Merge en 2022. Un bon moment pour les mineurs. Un très bon moment. Donc, bonsoir, moi je suis Manon Boudou, je suis associée marketing chez Horizen. Et donc ce panel peut être intéressant pour moi aujourd'hui parce qu'on a à la fois une blockchain en Proof of Work et une autre en Proof of Stake. Donc du coup on est un peu dans les deux. On a un gros écosystème blockchain. Bonsoir tout le monde, mais moi c'est Jean-Jean, donc je suis un YouTuber crypto spécialisé mining, surtout un bricoleur, donc j'aime toucher à tout, j'ai des nodes, j'adore le Proof of Work, mais voilà. Bonjour à tous, Gabriel Florent, cofondateur de Blob.io que vous pouvez retrouver sous la grande tonnelle blanche, entreprise de mining de Bitcoin qui permet à n'importe qui de miner du Bitcoin en Islande aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Monsieur TK, créateur de contenu axé sur la blockchain et les crypto-monnaies, et effectivement spécialisé dans le minage, mais également tout ce qui va être les nodes. Donc on a voulu faire un débat, non pas encore une fois pour vous parler pour la 150e fois, est-ce que ça pollue pas, etc. Ce débat-là, on l'a déjà fait, refait. On va plutôt parler d'un sujet qui est délicat quand on aborde ça, parce que les deux, Proof of Work et Proof of Stake, vont être impactés, qui va être le sujet de la décentralisation au niveau des mineurs de crypto-monnaies, des pools de minage, mining pools, mais également donc, des fameux nodes validateurs. On prendra probablement Ethereum en référence, puisque c'est le plus connu, mais on pourra le faire avec de nombreux autres coins. Moi, je voudrais commencer, parce que ça tombe bien, on a quelqu'un qui possède un pool de minage. On sait que les mineurs, sur le papier, sont un peu partout sur la planète. Mais ces mineurs sont principalement connectés à des mining pools qui sont en très grande partie soit américaines, soit asiatiques. Je ne sais pas si elles sont toutes chinoises, mais en tout cas asiatiques. Est-ce que pour Bitcoin, en fait, ce problème de centralisation autour de très très gros acteurs majeurs comme ça, est-ce que ça a vraiment un problème au niveau de la décentralisation ? Oui, forcément, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les deux premières pools de minage, Foundry et Antpool, c'est un peu plus de 50% de la puissance de calcul du réseau. Donc on a forcément un problème de ce point de vue-là. C'est historique sur Bitcoin, puisqu'il y a même une période en 2014, GH.io avait plus de 50% à elle seule de la puissance du réseau. Et pour moi, il y a une deuxième problématique de centralisation, c'est les constructeurs de machines. Donc c'est un tout petit peu mieux ces derniers temps puisqu'on a désormais plusieurs constructeurs de machines au-delà de Bitmain, sauf qu'il y a une période en 2018-2020 où il n'y avait que Bitmain et il n'y avait personne d'autre. Donc on a une vraie problématique de centralisation à laquelle pour l'instant le réseau Bitcoin n'a pas forcément réussi à trouver une solution. Mais il faut quand même souligner que désormais Foundry doit avoir 20% de part de marché, un petit peu plus. Et du coup, c'est un petit peu plus éclaté qu'avant. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Et au niveau, donc, Manon, toi, tu représentes le projet Horizen. Tu nous as parlé justement que tu avais une partie en Proof of Work, une partie en Proof of Stake. Au niveau du projet, comment est-ce qu'on essaye de gérer et d'optimiser cette décentralisation si c'est une volonté de la part des équipes derrière le projet ? Alors c'est en effet une volonté. Nous... Actuellement, au niveau du Proof of Work, on est sur un modèle écuyage qui se mine en ASIC, qui est donc pas forcément accessible à tout le monde, mais qui est assez courant quand même dans les modèles en Proof of Work.
Donc de ce côté-là, nous, on essaie de... Alors, c'est plus lié à la sécurité, mais c'est pas forcément à la décentralisation, où on a mis en place un système pour éviter les attaques à 51%, parce que le gros problème de la centralisation sur le Proof of Work aujourd'hui, même dans toutes les crypto-monnaies, c'est la possibilité d'attaquer la blockchain, de faire ce qu'on appelle des attaques à 51% et de faire des doubles dépenses. Donc nous, on a essayé de mitiger ce risque comme ça, au lieu de retourner sur des GPU. Et sur les Forger nodes, donc sur Horizon et On, en fait, on va donner une partie de la rémunération que touche le mineur aux personnes qui font des Forger nodes. Donc ça va permettre de les inciter à venir. On n'a pas de minimum de stake, donc ce qui permet d'avoir le plus de monde possible dans l'écosystème au niveau des Forger nodes. Donc d'essayer de décentraliser surtout la deuxième chaîne et de combattre les problèmes liés à la centralisation sur les deux chaînes en même temps. D'accord, donc il y a une réelle volonté du projet quand même de favoriser en tout cas cette décentralisation de par le modèle de consensus qui a été sélectionné par Horizon, c'est ça? Tout à fait, oui. Après, sur la aussi blockchain qu'on a en POS, c'est une blockchain qui est compatible EVM. Et c'est quelque chose qui, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui, est pas possible ou beaucoup moins possible avec les blockchains en Proof of Work. Ok. Et pour continuer, Jean-Jean, moi j'avais une question pour toi. Toi qui es à la fois à petite échelle, on est bien d'accord, tu n'es pas une ferme de minage, mais donc tu es un mineur, mais tu es également un opérateur de mining pool avec la Gigipool. Est-ce que c'est un point important pour vous justement d'essayer en tout cas de favoriser la décentralisation? Autant se faire se peut que tu peux te le permettre, mais on est bien d'accord. Oui, complètement. On essaie vraiment de jouer le jeu parce qu'on a sur nous, sur des plus petits coins, des coins où en fait on a 80% du hash rate qui est sur une pool. Et les gens en fait par un peut-être, voilà, ils vont pas aller chercher, ils vont aller sélectionner les 3 premières poules, et du coup on se retrouve avec énormément de réseaux qui sont extrêmement centralisés autour d'une poule de minage, et c'est très compliqué parce qu'en plus les autres poules vont se lancer et on n'arrive pas du tout, ne serait-ce qu'à couvrir les frais de nos serveurs. Ça, je pense que Julien peut en attester. Ça coûte cher aussi. Il faut avoir des redondances en plus si on veut couvrir le monde entier. Donc nous on a fait l'effort d'être en Amérique du Nord, mais encore faut-il que quelqu'un vienne sur nos poules là-bas, en fait, parce qu'on est vraiment, voilà, les Québécois parlent français, on a aussi cette barrière de la langue qui fait que qui peut être compliqué, et c'est vraiment du travail de développer une poule, de corriger certaines choses. C'est un travail très ingrat, moi je trouve, parce qu'on a vraiment souvent une ou deux poules qui prennent l'ensemble du gâteau. Mais encore une fois, la centralisation, elle est là parce qu'en fait, les mineurs vont se poser là, mais on peut très facilement changer ça. Il suffirait qu'il y ait une petite volonté. Je ne sais pas ce que les autres interlocuteurs ont à dire sur ça, mais il suffit de pas grand-chose. On peut déployer très très vite une poule de minage. Après, encore faut-il pouvoir faire venir les gens. Tu es en train de me dire qu'ils sont fainéants, c'est ça? Quand ils sont quelque part et qu'ils sont bien, ils n'ont pas spécialement envie de bouger. Ben, c'est ça. Hein. Même un certain monsieur TK qui mine de la lithium sur une très grosse poule de minage n'a pas fait ce petit effort de rejoindre une plus petite. Donc. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'en profite moi pour continuer donc sur Blob avec Flo. Vous avez lancé donc votre ferme de minage et vous êtes parti justement vous avez pris la sélection de vous diriger vers Cruxpool qui est là, donc ça tombe bien, on a les deux intervenants. Au final, pourquoi avoir sélectionné de votre point de vue Cruxpool alors que tu aurais pu aller chez Foundry, enfin les géants de l'écosystème? J'avais peur de Julien. Non, bien sûr que non. On était déjà en très bonne relation avec Julien, et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous choisissez la pool de mining? Parce que très souvent, les frais sont globalement les mêmes entre toutes les poules. Et en fait, c'est les petites différences qui vont faire les grandes différences. Typiquement, Cruxpool, ils nous ont vraiment accompagnés dans le développement de notre dashboard, parce que nous, on voulait un dashboard vraiment transparent pour nos clients, 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est Cruxpool qui nous ont aidés et qui l'ont développé avec notre image de marque dessus. Pareil pour notre système, on voulait un système qui va prendre l'électricité au fil de l'eau sur le mining pour que le client a 2 wallets, un wallet directement qui va miner dans son wallet à lui, c'est ses machines, sa crypto, donc on ne fait pas de custody, mais un wallet également qui va provisionner l'électricité sur le mining petit à petit. Et comment on pouvait faire ça, nous? On ne pouvait pas sans faire de custody. Et en fin de compte, on a développé une API qui vient se connecter directement avec Cruxpool, qui vient de prendre cette électricité au fil de l'eau. Ça n'aurait pas été possible avec d'autres pools.
Pareil, là on était en Islande installer notre site. Si on avait eu besoin de bras en plus que toi, J'ai essayé. Cruxpool était prêt à nous envoyer des mecs pour nous aider à installer les machines. Si vraiment c'était le rush avant Noël, par exemple, par le plus grand des hasards, un volcan serait rentré en éruption pour essayer de nous laisser clouer sur place. C'est que la nature ne me connaît pas. On a réussi à rentrer. Et donc là, tu soulignes un point important, c'est le fait justement que le mining pool a également son rôle à jouer, de donner des avantages, en tout cas pour attirer les mineurs, pour proposer un plus par rapport à la concurrence. Je ne sais pas si tu veux répondre, mais moi j'allais justement demander à Julia, à votre niveau, comme je l'ai posé tout à l'heure sur le live, mais j'aurais bien voulu avoir justement aussi ta réponse, est-ce que le fait que Cruxpool soit français, c'est un avantage ou un inconvénient vis-à-vis justement de ces géants américains et asiatiques? C'est un avantage quand on travaille avec des acteurs français. C'est plutôt un désavantage quand on travaille avec des acteurs américains. Parce que le marché américain, comme le marché asiatique, c'est un marché qui reste quand même assez fermé. Et ils préfèrent bosser entre eux. Donc c'est difficile de percer cette carapace. Mais comme l'a dit en fait super bien Florent, et je te remercie, du coup nous, on est une petite équipe, on est une petite pool, donc on va avoir un nombre de partenaires qui est plus petit que Fonderie par exemple. Ça nous donne l'agilité nécessaire pour pouvoir écouter leurs besoins, on se pose avec eux, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on peut développer pour eux. Et à partir de là, on le développe pour eux, et c'est ça qui fait aussi notre avantage. C'est que je pense que toi, Florent, Blob, tu serais sans doute beaucoup moins considéré chez un Fonderie ou chez un Handpool. Et du coup, nous, on est en mesure d'écouter tes besoins, on est en mesure d'y répondre, et on essaie de faire notre mieux en fait pour faire ça. Complètement. Et je rajouterais aussi que les mineurs, on n'est pas tous des maximalistes Bitcoin, mais on observe ce qui se passe dans les pools. Si demain Julien commence à censurer des blocs, on sera plus chez Cruxpool en 1 minute. C'est-à-dire qu'on surveille ça. Par exemple, il y avait un gros débat, il y a quelques clients qui ont dit « Ah, est-ce que tu as regardé Ocean, la pool ?» Et on a regardé, on a dit « Ah ouais, ça a l'air pas mal, effectivement. » On a le droit de regarder le menu quand même. Et quand ils ont parlé de censurer directement Ordinals et tout, je dis ok, c'est pas l'esprit que je veux en fait. On n'est plus là, c'est des visions différentes. Donc les pools, ce qu'il faut bien comprendre, malgré qu'il y a des pools qui ont une intégralité, qui ont beaucoup sur le réseau, on peut changer de pool en un claquement de doigts, très rapidement. Il n'y a aucune fidélité envers la pool. C'est un port, on redirige la puissance ailleurs. Si demain une pool commence à faire n'importe quoi, c'est ultra risqué pour elle, parce qu'instantanément, elle pourrait perdre tous les mineurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle a un monopole que dans 1 heure, elle peut encore l'avoir. Dans 1 heure, elle peut être tombée à 0. Donc, vas-y. Faut que je fasse gaffe, quoi. Je suis surveillé. J'allais te le dire. Donc là, on a parlé beaucoup Proof of Work. Le débat, ça reste quand même aussi le Proof of Stake. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Ici, on va effectivement se tourner principalement vers l'aspect décentralisé. On a parlé donc de Bitcoin, centralisation de par ces mining pools éventuels. Actuellement, est-ce que, d'après vous, encore une fois, on va prendre Ethereum, parce que c'est le plus gros représentant, mais on pourrait le faire avec d'autres. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, Ethereum, en Proof of Stake, c'est un acteur décentralisé de l'écosystème ou non ? Alors, je vais répondre là-dessus et pour dire que en tout cas, c'est un travail aussi. Parce que même Vitalik a lui-même reconnu que le Proof of Stake était un peu plus centralisé une fois qu'ils ont fait The Merge. Mais après, ce qui est aussi intéressant avec le Proof of Stake, c'est la possibilité de faire des mises à jour, des soft forks, qui permettent aussi de compenser les problèmes liés à cette centralisation. Après, il y a aussi des choses qui ont été mal comprises, comme avec Lido, on a dit ouais, ils ont 30%. Oui, mais c'est 30 personnes indépendantes, donc c'est pas une personne qui a déjà 30% du réseau. Après, avec les mises à jour, il y a eu par exemple Casper qui permet de slasher, il y a du slashing, il y a les validateurs. À partir du moment où ils ne valident plus de blocs, ils peuvent être pénalisés par rapport au réseau, et ce qui leur empêche de prendre aussi 50% et de prendre cette capitalisation qui permettrait de prendre tout le contrôle du réseau. Ce qu'on a aussi, juste avec le Proof of Stake, c'est justement la théorie des jeux. Au bout d'un moment, ça ne vaut pas le coup de prendre 50% de part d'un système POS pour le faire tomber, parce qu'on perdrait tout l'argent et ce serait beaucoup d'argent mis en jeu pour faire ça.
C'est aussi valable sur le proof of work, c'est-à-dire que si jamais une pool de minage avait 51% du réseau et qu'elle s'amusait à bouger la blockchain, en fait le cours du Bitcoin il dévisse, mais alors massivement. Du coup, ils s'approprient des coins qui ont un cours qui sera slashé complètement, limite ça tombera à zéro. Donc il y a, la théorie des jeux, elle fonctionne aussi sur les blockchains proof of work. Et est-ce que c'est en soi, je rebondis là-dessus, est-ce qu'au final, même si effectivement la volonté première des blockchains de la crypto-monnaie, c'était d'être au maximum décentralisé, est-ce que de nos jours, avoir peut-être un petit peu de centralisation ou pas, est-ce que c'est catastrophique ou malheureusement l'écosystème est ainsi fait et on l'a vu, hein, que ce soit avec les mining pools ou les serveurs pour les nodes, les gens vont au plus simple, au plus évident. Et donc, on a des nodes Ethereum chez AWS, donc Amazon, qui est le plus gros fournisseur. Et on a la grosse partie des mineurs qui sont chez Foundry et chez Antpool. Est-ce qu'en soi, c'est vraiment un problème pour l'écosystème, si ce n'est de se dire ça va à l'encontre de la philosophie? Qui veut se lancer là-dessus? Moi, je peux démarrer là-dessus en parlant du trilemme de la blockchain. Donc, c'est scalabilité, sécurité et décentralisation. Et mine de rien, d'avoir quelque chose d'un peu plus centralisé, ça aussi permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sécuritaire et d'avoir quelque chose d'un peu plus scalable. Donc ça va dépendre du cas d'usage, principalement de la blockchain et de ce qu'elle propose. Même si moi, je reste quand même je défends la décentralisation parce que c'est ce qui m'a fait venir aussi dans la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, ça dépend principalement des cas d'usage. En fin de compte, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Kevin, c'est en fait, on est toujours obligé de faire confiance en quelqu'un quand on regarde, même dans Bitcoin. Donc, sur Ethereum, qui est accessible bien sûr à tout le monde, parce que tout le monde a 32 Ethers pour faire son node. Non, ça commence par là. Admettons que tu es assez fou pour faire du 4,5 à l'année, tu vas le foutre dans l'IDO, et tu vas te prendre un risque encore protocolaire pour faire du 4,5 l'année sur un actif qui est déjà volatif. Bon, on va faire le sketch Bigard avec les admettons. Mais je veux dire, la chauve-souris. Mais j'avais bien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours la confiance à mettre en quelqu'un. Et on va dire oui, mais non, mais dans Bitcoin, la confiance, tu es. Bah non, en fait, est-ce que tu sais lire le code de Bitcoin? Non, donc tu fais confiance à un core dev en fait qui te dit que c'est bien. Et malheureusement, on est dans un monde où, heureusement, je sais pas, c'est vrai qu'on est de plus en plus méfiant. Et parfois, il faudrait peut-être reprendre la confiance parfois dans les acteurs dans le marché. Et pourtant, je suis un pro-décentralisation, pro-Bitcoin, mais en fin de compte, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que demain, oui, le minage de Bitcoin n'est plus accessible, on peut miner chez soi, mais on va faire confiance à une pool, on va faire confiance à un core dev. On mine avec Blob, mais il faut faire confiance à Plo, voilà, à Blob. Donc, il y a toujours la confiance à accorder à quelqu'un, que ce soit en POS ou en POW, dans tous les cas. Oui, je pense que tu as dit quelque chose qui est très vrai. En fait, on en revient en fait à la relation humaine, aux promesses des gens. Est-ce qu'ils vont les tenir? Ça se bâtit avec le temps. On peut faire confiance et se tromper complètement. Mais c'est ça. On a un environnement où le POS a recentralisé une partie de choses parce qu'on est sur des serveurs. C'est de plus en plus professionnel. Sur le mining, on mine plus chez soi ou alors vraiment à la marge. Nous, sur des projets Treasury, mais il y a des fermes du minage. On vous fait confiance. On en revient à ces valeurs, c'est des valeurs humaines de base, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et dans les cryptos, on a bien vu la chute de FTX, elle a été accélérée par le facteur humain. Les gens faisaient confiance à cette personne, et c'est quand il y a eu vraiment du FUD qui a été pour plein de choses que ça s'est complètement écroulé. Et le comportement de mouton a accéléré grandement certaines choses. Et aussi pour promouvoir un projet comme pour le mener à sa tombe, clairement. Et ça en revient à don't trust, verify. C'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je pense que notre écosystème, il a besoin de beaucoup plus de contrôle. On peut le dire comme on veut, les preuves de réserve de certains acteurs, que ce soit sur les réserves de stablecoin, que ce soit sur pas mal de choses. Et c'est ce contrôle-là qui va rendre la confiance aux gens. Des acteurs comme FTX ou Celsius, en fait, on fait énormément de mal à l'écosystème parce qu'on dit « oui, mais tu vois ce qui se passe dans la crypto ». Non, je vais me censurer complètement sur les CEO de ces boîtes, mais j'en pense pas moins. Et en fait, ça affecte tout un marché. Et pourtant, je ne suis pas un pro-régulation, mais si ça avait été plus contrôlé, certaines choses, certains drames ne seraient jamais arrivés.
Vas-y. Ouais, et j'ajoute le simple fait qu'on ait ce débat est quand même super sain. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un débat récurrent, que tout le monde se pose la question. Je reprends l'exemple de GH.io. En fait, la pool, elle a disparu. Pourquoi ? Parce que tout le monde a remarqué qu'elle avait plus de 50% du hash rate et qu'à un moment, elle a dû fermer ses portes à cause de ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est... C'est un serpent de mer, en fait, comme débat dans le domaine dans l'écosystème de la blockchain. Mais c'est quand même assez systématiquement un débat qu'on a. Ça ne résout pas le problème, très loin de là. Mais au moins, cette question, on se la pose. C'est déjà pas mal. C'est exactement ça. On a parlé d'un point qui est très intéressant, qui a été abordé indirectement avec Lido, avec les sociétés comme Blob et autres. Vous avez dit tous que le milieu se professionnalise. On est très loin de je mine chez moi ou j'ai mon node chez moi. On est bien d'accord que chez certaines personnes, c'est encore le cas, mais ça se fait de plus en plus rare. Est-ce que justement, on n'est pas en train de sacrifier la décentralisation, que ce soit le proof of work ou le proof of stake, parce que justement, on a un milieu qui devient professionnel où les petits gens n'ont plus vraiment leur place, parce que maintenant, ce sont des géants, aussi bien d'un côté que de l'autre, qui ont la main sur l'écosystème, et c'est ainsi que sont les choses. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu la vision à la base de Satoshi, qui était tout le monde, entre guillemets, minera du Bitcoin chez lui avec son ordinateur. On se retrouve maintenant avec des ASIC ou avec des nodes qui sont chez AWS. Est-ce qu'on n'a pas perdu ça en ayant des professionnels ? Et là, par contre, ça va à l'encontre de vous, puisque vous êtes des professionnels du milieu, pour le coup. Mais en se faisant un peu l'avocat du diable, je ne sais pas. C'est sans doute une question qu'on peut se poser. C'est vrai que nous, chez Cruxpool, on fait principalement du B2B, c'est-à-dire on a principalement affaire à des industriels qui vont avoir des projets de développement qui sont assez massifs et que seuls des professionnels peuvent envisager. Maintenant, je trouve qu'on peut être décentralisé tout en étant dans un écosystème de pros. Hein. Il y a pas de, je ne pense pas que ce soit complètement antinomique. Je vais rajouter que la décentralisation, pour le moment, ne favorise pas l'adoption. C'est-à-dire que l'adoption va passer pour moi par le UI/UX, c'est-à-dire l'interface client. Tant que l'interface client... Kevin, est-ce que ta mère, elle arrive à acheter des tokens sur PancakeSwap demain ? Ou à faire de la DeFi ? Elle ne sait déjà pas démarrer un ordinateur, Voilà, donc ça va être on est compliqué. bien d'accord. Donc, en fin de compte, on est sur... l'écosystème, il est vraiment trop compliqué pour le moment sur plein de choses. Donc, sauf si on a des solutions DeFi décentralisées qui permettent à monsieur et madame Michu d'investir rapidement, facilement. Un peu comme Lido. Et j'y crois pas. Un peu comme Lido, mais pour le moment, je les vois pas. L'adoption passe pour moi par des plateformes centralisées qui vont bien faire leur travail, que ce soit des sociétés comme, je sais pas, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de rentrer dans la crypto pour un francophone en allant sur Swissborg, CoinHouse, Meria, que aller sur un ATM, je sais pas où, là, dans un aéroport, ou enfin, tu vois, ou miner du Bitcoin dans ta cave pour ensuite passer à comment je vais swapper le truc pour acheter ce truc. C'est une galère pour quelqu'un qui ne connaît pas en fait. Donc je pense que l'adoption passera par cette centralisation et que les deux systèmes vont et doivent cohabiter. Et d'ailleurs, on parle des stablecoins aussi. Alors oui, il y a des stablecoins décentralisés, comme le DAI, qui est le truc le plus centralisé des choses décentralisées, parce que c'est quand même backé par du SDC, donc, qui est centralisé. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je le savais. Non, mais là-dessus, je rajouterais que ce qui est important, c'est à nous, à chaque acteur du secteur, de faire attention à tout ça. Oui, la décentralisation, il faut se battre pour ça. Mais donc, il faut multiplier le nombre d'acteurs, justement, qui vont permettre l'accessibilité. Il faut toujours permettre à ceux qui veulent une complète décentralisation d'avoir les outils pour mettre en place des nœuds sans passer par un opérateur, par exemple. Donc, toujours avoir la documentation très riche et très disponible pour leur permettre de faire tout ça de leur côté. Et aussi à nous d'éduquer, parce que l'accessibilité, elle passera aussi par l'éducation. Donc ça, c'est à nous de le faire, c'est à toutes les personnes présentes sur scène de le faire aujourd'hui. Donc il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, on le combat tous les jours et c'est un objectif à garder, forcément. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que je vais rebondir dessus. Il y a plusieurs groupuscules dans la crypto. Il y a les maxi toxiques qu'on appelle les orange piles. Il y a les NFT, les dégènes et tout. Et en fait, très souvent, il y a un discours, et je pense qu'on devrait tous le changer. C'est regarde les cons, les moutons, là, avec leur euro, leur truc et tout.
Et en fin de compte, plutôt que de les laisser, peut-être même les débutants, aller dans le mur, on devrait plus les éduquer. C'est parce que, en fin de compte, si vous éduquez pas ces gens-là à l'adoption, plutôt que de se dire ah, nous on a compris, eux c'est les cons, en fait la régulation va vous chercher dans pas longtemps, parce que ces gens-là, en fait, vu qu'ils vont pas être éduqués, ils vont pas se battre pour les mêmes principes que vous avez. Et ça, le danger il est là, c'est-à-dire que la régulation, je pense que c'est comme de l'eau, c'est vital. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non mais l'eau, c'est vraiment. On va tous nous faire tous les mêmes. Je vais tous les faire, tous. Il peut pas être sérieux 2 minutes, ce mec, c'est incroyable. Ce que je disais, c'est que la régulation, c'est comme l'eau. C'est-à-dire que c'est vital, mais s'il y en a trop, on va se noyer. Et moi, j'ai une vraie crainte sur le Bitcoin à terme. C'est que, à force de laisser trop faire le régulateur, sans qu'il y ait de garde-fou derrière ou de contre-pouvoir, c'est qu'on rentre dans un système vraiment de Big Brother, qu'on ne nous laisse plus un jour sortir nos bitcoins et nos cryptos des exchanges, qu'on n'ait plus le droit d'avoir une ledger, qu'on n'ait plus le droit d'avoir un paper wallet, et que vu que la blockchain, tout est traçable, on dit on sait que tu as ça, ramène-le. Sauf si tu as miné de la crypto vierge et qu'elle est sur un wallet, celle-là, elle est vraiment à toi. Mais vu que tu as traqué ton point d'entrée en rentrant sur une plateforme KYC, c'est pas exclu qu'un jour, comme les Américains qui ont fait rapatrier tout l'or à leurs citoyens, on nous dise rapatrier tout sur les exchanges, les gros GAFAM de demain, qui peut être je sais pas, UBS ou des Binance, des trucs comme ça, et qu'on n'ait plus le droit de sortir. Et avant que ça arrive, en fait, il faut que tout l'écosystème crypto, plutôt que de se dire nous on a trouvé le Graal, nous on est les malins, non, plutôt d'éduquer les autres pour que ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive un jour, en fait vous êtes baisé avec. Voilà. Oui, moi je voulais rebondir sur la question de base, sur en fait le fait qu'effectivement, pour que le monde se professionnalise, le monde des cryptos, des nodes, etc., les acteurs, et on a besoin de régulation pour ça, il faut aussi qu'on puisse faire rentrer de nouvelles personnes, et pour ça, en fait, il faudrait vraiment que les outils simplifient. Je veux dire, quand on a des différences de chaînes qui ne sont pas prises en charge d'un exchange à l'autre, on perd déjà 90% des gens. Moi, j'ai vu des mineurs qui minent depuis des années, qui se sont plantés, qui ont oublié de mettre des mémos, et aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas changer une transaction, on ne puisse pas revenir en arrière, c'est un gros frein. Je veux dire, je pense qu'on connaît tous autour de cette table des gens qui ont fait des belles bêtises, qui ont envoyé des fonds qu'ils n'ont jamais revus. Et ça, c'est extrêmement gênant. Et pour quelqu'un qui vient, qui découvre le milieu et qui a besoin d'être éduqué, ça reste compliqué. Moi, aujourd'hui, voilà, il y a des termes que je ne connais pas, il y a des choses que je n'ai jamais fait. Et clairement, on voit du scam partout. C'est visible dans les Twitter, des faux airdrops, des choses comme ça. Ils jouent beaucoup là-dessus. Et il faut être très méfiant. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas des outils pour nous aider. Et on a besoin vraiment de gens qui démocratisent tout ça et de simplification. Et ça va me permettre de rebondir, parce que je vois le temps qui file. Donc on va aborder une dernière thématique, en tout cas liée à cette décentralisation. On en a parlé. Lido, acteur majoritaire sur Ethereum. Monter un node sur Ethereum, c'est 32 Ethers. Ce n'est clairement pas à la portée de tout le monde. C'est un gros frein justement à cette décentralisation. On a des acteurs qui, comme Lido, il y en a d'autres, il y a Rocketpool, etc. Voilà, prenez celui que vous préférez, qui permettent à des gens qui n'auraient pas ce capital d'entrée d'accéder à un node, après avec le rendement qu'il y a, qui est discutable. Est-ce que le fait on en revient à le rendre plus accessible, mais en volontairement centralisant les opérations sur un acteur majoritaire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, justement, notamment ici pour le cas d'Ethereum, parce qu'effectivement, il y a plus de monde, donc ils ont plus de nodes, donc plus décentralisés, mais où les nodes sont détenus par un acteur. Ok, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est plein de personnes différentes, mais c'est quand même lui l'acteur principal. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ce genre d'initiative, ou au contraire, justement, non, un node c'est 32 Ethers, et si tu n'as pas 32 Ethers, tant pis, tu n'as pas de node. Voilà, je ne sais pas. Là-dessus, je dirais que ça peut l'être. Donc, tout dépend des mécanismes mis en place par l'organisateur. Parce que quelque chose de très important en crypto, not your keys, not your coin. Et généralement, dans ce genre de cas, c'est partagé sur un wallet. Donc, à savoir comment est détenu ce wallet, comment les personnes sont assurées de récupérer leurs fonds. Donc, tout dépend des mécanismes pris en place, mais ça faut quand même faire confiance à une entité centrale dans ce cas-là. Et donc, c'est un côté où ça centralise également. Donc, tout dépend du cas d'usage, toujours. En fait, on en revient à une question de propriété et de possession,
qui est deux choses différentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir le choix, enfin on l'a, mais il faut garder ce choix entre la possession et la propriété. On dirait oui, c'est la même chose. Non, c'est pas vraiment la même chose. Parce que la propriété, c'est qu'il y a un organisme centralisé qui va dire cette crypto elle est à vous. Et si demain on vous braque la maison, qu'on vous la vole, on va dire non, ces bitcoins, ils étaient à lui. Mais pour avoir le droit à cette propriété-là, il faut faire confiance à un acteur. Un acteur qui peut t'enlever ta propriété. Aujourd'hui, on a le droit de posséder nos cryptos. Les posséder, c'est avoir le wallet soi-même, c'est 24 mots, c'est sa seed. Mais là, par contre, on doit être garant de notre propre sécurité. Donc, il n'y a pas un système qui est mieux. Il y a des gens, par exemple mes parents, qui vont préférer avoir une propriété sur de la crypto, je pense, même certains, de ne pas retenir 24 mots en ayant peur d'être braqué, de perdre la seed, de faire tout un jeu de pistes, carte au trésor le jour où on meurt pour que les gens ils puissent récupérer la crypto, et qui ont envie juste d'un mot de passe et que le notaire il s'occupe de tout derrière. Et il y a des gens qui ont envie de garder la possession. Et il faut se battre, il faut garder cette possession. Ça, c'est vraiment ma crainte à terme, c'est de ne plus avoir cette possession. Il faut pouvoir garder ça. Mais, effectivement, l'adoption arrivera, pour moi, avec la propriété. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que c'est tout l'enjeu de la DeFi, en fait. C'est-à-dire que la finance décentralisée, elle s'est construite sur cette idée not your key, not your coin, que les gens puissent garder la propriété en fait de leurs actifs, tout en bénéficiant d'un accès à un certain nombre de services qui leur proposent des trucs. Et ça, c'était pas possible avant. Et donc, c'est quand même aussi une révolution qui va dans ce sens, qui est super intéressante. Alors, c'était pas le sujet du panel, mais ça mérite d'être dit, puisqu'effectivement, c'est quand même dans le thème. Après, pour le reste, je partage totalement ce qui a été dit, c'est-à-dire que fondamentalement, il faut qu'on trouve un équilibre entre notre envie de décentralisation et notre envie de pouvoir accéder à des services qui sont néanmoins faciles d'accès et qui vont nous permettre de faire des choses qu'on ne pourrait a priori pas forcément faire seul, à moins d'être assez expert, assez technique, et donc ça serait réservé qu'à un certain nombre. Et si on veut vraiment que la crypto soit démocratisée, je pense que c'est vraiment ce qu'on veut tous ici, et tous dans cette salle, et on est maintenant très nombreux dans le monde, parce qu'on voit bien que ça apporte des bénéfices qui sont assez exceptionnels, et ben je pense qu'il va falloir faire un effort d'équilibre, et sans doute un peu un jeu d'équilibriste entre ces deux éléments-là, la décentralisation et l'accès à des services qui sont faciles d'accès. Je pense que tu as tout dit. Il nous reste une dizaine de minutes. On va peut-être pouvoir prendre quelques questions s'il y a des gens dans le public. Par contre, je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent circuler, donc il faudra venir le chercher ici, si vous voulez bien passer dans la lumière. Je peux essayer de le lancer, mais... je n'ai pas envie. Est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? Personne? Ah, ben voilà. Allez. Comment je vais tourner ça? Pourquoi en tant que ferme de minage, vous ne miniez pas en solo? À moins que vous ayez que quelques pétages et pas... En fait, c'est très simple. Hein. La difficulté de minage. La difficulté de minage, c'est quoi? Imagine que donc, les frais de transaction et les frais de nouveaux blocs, c'est une pépite d'or qu'il faut trouver dans un tas de sable. Ce tas de sable, si on est deux, moi et Kevin, l'algorithme va faire en sorte qu'en 10 minutes, on trouve cette pépite d'or. Si on la trouve en 5, le tas de sable, il va doubler de taille. C'est l'ajustement de difficulté, c'est-à-dire que la complexité du mot de passe à trouver va doubler. Aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable, on est sur une montagne géante. Et avec des milliers de bulldozers. T'as beau avoir 500 ou 1000 ou 1500 bulldozers, il n'y a toujours plus qu'une pépite d'or pour la planète entière toutes les 10 minutes. Donc aujourd'hui, tu es obligé d'être dans des pools de mining géantes qui représentent plus que 1% du réseau mondial. Sinon, en fait, tu as un facteur chance qui est trop grand pour avoir une rentabilité long terme. Parce que sinon, tu vas consommer de l'électricité pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, avant de potentiellement trouver cette pépite d'or, donc ce bloc. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de miner avec des pools. Et il n'y a qu'une société sur la planète, il n'y a qu'une seule ferme qui mine en solo aujourd'hui sur le Bitcoin. Ouais, il vous faut beaucoup de puissance pour faire du solo. Pour avoir un rendement moyen, en fait, pour pouvoir faire une activité d'entrepreneur. Pour faire des blocs tous les jours. Ouais, pour payer son électricité, surtout aussi. J'ajoute même que c'est un problème même pour les pools de minage. Hein. Même Fonderie, ils ont des problèmes de variance, c'est-à-dire que même eux doivent lisser leurs revenus et avoir des poches vraiment pleines, avec des formules qui se calculent. Hein. C'est des formules mathématiques qui te permettent d'anticiper un petit peu ce dont tu as besoin en termes de cash pour pouvoir couvrir les éventuels bad luck et good luck. Alors la good luck, c'est cool. La bad luck, quand ça tombe, franchement,
il y a 2 mois, il y a une pool qui a fermé. Voilà, et elle était dans le top 10. Variance. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter, parce que j'ai fait une petite étude récemment sur la pool Ocean Pool, qui a quand même 560 pétaH au minimum. Donc ça représente 14 000 S19, donc c'est vraiment un gros truc. Et en fait, on a l'historique. En 2017, ils faisaient des blocs tout le temps, et ils ont relancé la pool très récemment, en novembre. Et en fait, depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai tourné ma vidéo, ils avaient trouvé 5 blocs de Bitcoin, avec 14 000 machines. Donc, il faut voir que forcément, là, ils ont une luck qui est mauvaise, mais nous, on l'a bien vu en tant que pool, ça nous est déjà arrivé d'avoir des passages à vide complètement fous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas à 100%, voilà, on doit trouver un bloc avec 100% de luck, et on ne va pas à 100, on ne va pas à 200, on ne va pas à 500, on va à 1000, on va à 1500%. Et quand ça arrive, c'est vraiment un passage du désert, et une grosse ferme de 14 000 machines, ça consomme énormément, ça a un coût électrique énorme, et du coup, ils peuvent ne plus du tout pouvoir payer la facture et devoir fermer complètement la poule. Ok. Et pour finir, on s'attend après pour la bière que tu as promis. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah oui, je vois. Cours, jeune homme, cours. Pas une question difficile, hein. Ils sont fatigués. Moi, c'était plutôt sur le fait de qu'est-ce que vous pensez de la centralisation par rapport aux États, surtout aux 2 poules de minage les plus connues, qui sont à plus de 25%, notamment celle à Shanghai et celle aux États-Unis, vers une centralisation ou quoi? Moi, je répondrai. Moi, je suis tout petit là-dedans, mais on en a discuté avant là-dessus. Se dire que les Américains favorisent les Américains, les Asiatiques favorisent les Asiatiques. J'ai envie de dire, pour le coup, c'est de bonne guerre. Mais effectivement, on part du principe que maintenant, on a 2 géants qui sont en place, qui sont très difficiles à déloger, voire même quasiment impossibles. Et comme on l'a dit, je crois qu'il faudra faire avec, parce que c'est pas demain la veille, surtout avec les tarifs électriques qu'on a actuellement en Europe, que subitement, on pourrait avoir un pool, on aimerait que ce soit Crux pour le coup, mais qui aurait des Foundry Digital ou des Riot qui débarqueraient en France pour miner des exas et des exahash de puissance. Si, on va y arriver. Je te le souhaite en tout cas. On va aller chercher les Américains. Mais c'est vrai qu'après, c'est une question en même temps, c'est très mouvant. Hein. On voyait bien qu'en 2021, avant le ban chinois, 60% des bitcoins étaient minés en Chine globalement. Maintenant, le pourcentage chinois est quand même marginal. Il existe encore, mais il est marginal, il est à moins de 10%. Les Américains sont à 33-34% du marché, si je me souviens bien. Après, on va avoir le Kazakhstan, un certain nombre de pays, etc. Mais tout ça, ça va bouger. En fait, ça a déjà énormément bougé depuis la création du Bitcoin et puis ça va continuer. Le Bitcoin, il a 15 ans. Donc en fait, si ça bouge en 15 ans, c'est plutôt positif en termes de décentralisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une réinvention un peu constante de ces industriels qui font du minage et qui vont trouver des sources d'énergie intéressantes pour eux dans des endroits différents de la planète. Et qui vont, par ce biais-là, garantir la décentralisation au niveau des pays. Tu as une course au hash-rate qui est en train de se faire aussi entre les BRICS et les autres pays, justement la Russie et tout, ils n'ont pas envie de se faire censurer leurs blocs non plus tôt ou tard si les Américains prennent le contrôle du hash-rate. Donc les Russes sont en train d'installer énormément de fermes de mining, ils ont un prix d'électricité vraiment compétitif. Les pays d'Amérique du Sud sont en train d'en installer aussi énormément. Donc il y a vraiment une course au hash-rate, qu'il y a encore une fois l'Europe sera spectatrice, sauf les pays du Nord. Mais donc cette centralisation, elle sera là en fait. Hein. Tu pourras rien faire en fait. Malheureusement, elle est déjà là en fait. Elle est déjà là. La seule chance, c'est que c'est des camps qui s'aiment pas trop. C'est ça. Il nous reste 3 minutes. Je reprends une dernière question. Là, il y a Caspa. Oui, il y a Caspa. Allez. Oh putain, ils sont chiants avec leur algorithme à la con là. Donc moi, je me permettais de poser une question. Je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Voilà, je me cache pas. Je me casse pas. Du coup, question par rapport Proof of Work, Proof of Stake. Pertinence pour moi d'avoir dans la mesure où on résoudrait, et on est en cours de résolution, et on espère le résoudre encore mieux, la problématique de la scalabilité sur le Proof of Work. Quelle pertinence au Proof of Stake dans un modèle où on aurait la possibilité d'avoir des smart contracts sur une Layer 1 Proof of Work ultra performante et ultra décentralisée, et, enfin plus décentralisée, plus sécurisée,
et du coup scalable, également avec les Layer 2 Bitcoin qui apportent aussi ce type de solution. Donc moi je posais la pertinence du Proof of Stake par rapport à ça. Qui se lance? Un énième Ethereum Solana killer. Alors, pour le moment, il n'y en a pas un qui l'a résolu. Donc, je pense que ça s'arrête là, en fait. Ça veut dire qu'on verra ce qui va se passer le jour où ça arrive. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, je ne sais quel autre truc qui vont te dire nous on est scalable, et une fois qu'ils ont les gens, ils ne le sont plus. Une fois qu'il y a le réseau qui passe dessus, ils ne le sont plus et ça crache. Je pense qu'on pourra y répondre le jour où ça arrive. Je ne sais pas si vous avez une autre réponse à donner, mais peut-être qu'un jour il y aura quelque chose qui va sortir et qui sera l'anneau pour les gouverner tous. Il n'est pas encore là. Tous les VC ils vont essayer de vous faire croire qu'à chaque fois, eux, ils l'ont. Ils vont vous dumper dessus. Mais en fait, il n'est pas là pour le moment. Ouais, je partage complètement cet avis. C'est-à-dire que le nombre de promesses qu'on a eues en ce sens ces 10 dernières années, ces 7 dernières années, elles sont assez hallucinantes. Je me rappelle de beaucoup de périodes qui étaient très amusantes. Hein. On a eu la période Tron, Solana, bon bref. Voilà, on sait ce que c'est devenu. Alors... Voilà, je pense que ça dépend des coins. Hein. Il y en a certains qui sont super, mais pour l'instant, ce paradigme-là, il n'a pas été résolu. Donc, on verra ce qui va se passer. Oui, je pense que c'est toujours... c'est un monde en mouvement. Donc, il y a les tendances du moment où on essaie de faire le plus de transactions par seconde. Et puis après, on essaie de faire autre chose. Mais effectivement, dès que les utilisateurs arrivent en masse, on voit bien les promesses qui restent des promesses et puis les promesses qui sont tenues partiellement. On a une nouvelle vague avec l'IA, avec tout ça aussi qui arrive. Après, pour répondre à ça, je dirais que de toute façon, on ne cherche pas à avoir une blockchain qui résout tout. Ce qui est important dans le secteur, c'est d'avoir une multitude de blockchains avec une multitude de cas d'usage, avec des blockchains plus ou moins scalables, des blockchains plus ou moins sécuritaires, des blockchains plus ou moins sécurisées. Et justement, mais ce qui est aussi permis avec les blockchains en proof of stake, c'est quand même aussi un peu plus d'interopérabilité. Et et dans ce sens, plus de scalabilité. C'est en tout cas ici dans ces blockchains-là qu'on va répondre plus à ce besoin aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Je rajouterais, pour reparler des projets qui sortent, le dernier en date que j'ai en tête, c'était le Cadena il y a un an, tout le monde en parlait. Les machines de mining valaient $50,000. Et en fait, encore une fois, c'était juste un scandale d'aller là-dedans. Et je me rappelle, j'avais fait un tweet à l'époque où j'ai dit que si vous achetez ce genre de machine, en fait, vous achetez des futurs tabourets. Je ne sais pas si tu te souviens, vous allez acheter des futurs tabourets parce que la rentabilité à l'instant T, elle est hyper attrayante. Tout le monde veut rentrer dedans. Et ce qui se passe, c'est que ce tas de sable, en fait, quand vous achetez la machine, vous achetez une rentabilité sur le tas de sable, comme j'expliquais avant. Et d'un coup, vous débarquez à 10 000 bulldozers sur le tas de sable. Et tiens, la renta, elle est plus de 1000% par an. Non, elle est de combien? De 0. C'est cool. C'est exactement ce qui s'est passé sur les ASIC Cadena, vendus $50,000 avec une rentabilité, je crois, de 300 ou $400 par jour. Et quand les machines ont été livrées, on était à 3 ou $7 par jour. Donc, voilà. Dior, faites vos recherches. Ce sera donc le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin de ce panel. Merci à tous d'avoir participé. Merci à vous également d'avoir donné votre avis. J'ai envie de dire, écoutez, on se retrouve au bar. Ça, c'était le meilleur mot de la fin. Merci à tous.